Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Manuel Jeanne et je suis venu ce soir vous parler recrutement sur un salon où on parle innovation. C'est vrai que souvent on va mettre en avant les innovations technologiques, ce qu'ont fait d'ailleurs les prédécesseurs juste avant moi, mais on ne parle pas toujours beaucoup d'humains. Les gens sont toujours très fiers de présenter ce qu'ils sont capables de faire avec leurs innovations au service d'une industrie, aujourd'hui l'assurance. Mais moi je vais également vous parler d'humains parce que évidemment en plus de ces innovations, une fois qu'elles sont poussées, il convient de faire des bons recrutements. Je dirige en effet un cabinet de recrutement avec 3 spécialisations. La plus grosse, c'est l'assurance. La seconde, c'est la tech. Et également, on intervient sur des sujets juridiques, réglementaires, avocats. Donc, on aurait pu bien travailler avec l'équipe précédente. On m'a proposé du coup ici d'intervenir sur une keynote de 15 minutes. Et je me suis dit que le mieux, ce serait de vous présenter le plus de conseils précis et faciles à mettre en place dans vos entreprises et dans vos organisations. Quelques points d'abord de grande tendance, parce qu'à chaque fois le recrutement, il faut bien l'imaginer dans un contexte plus global que celui de votre entreprise. Alors, il y a eu la grande démission qui a été une des grosses tendances qu'on avait vues aux États-Unis fleurir. Et chez nous en France, elle a été quand même 50 fois inférieure. Donc elle a quand même existé, mais elle a été 50 fois inférieure. On a eu une autre tendance qui était celle du télétravail, mais qui aujourd'hui est plutôt un acquis social et quelque chose que les candidats maintenant considèrent pour 1 ou 2 jours minimum dans leur offre d'emploi qu'ils peuvent voir. Mais également, il y a des tendances plus de structure du marché du travail. Typiquement, donc, on a eu le Covid où là, il y avait un fort ralentissement au cours des années 2020. Nous ensuite, souvenez-vous, on a observé une augmentation du PIB de 7% en sortie de Covid. Donc évidemment, énormément de recrutement en année 2022. On a eu plus 22% de recrutement en 2022. J'en perds mon écran et ça va revenir. Donc plus 22% en France de recrutement en 2022. Et donc cette augmentation qui était évidemment rare et qu'on a pu observer lors des 30 Glorieuses, elle s'est ensuite ralentie en 2023. Et le marché en 2024 s'est encore ralenti puisqu'on a moins 8% de recrutement en 2024 par rapport à 2023. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que eh bien, du coup, il y a moins d'offres d'emploi disponibles et donc les candidats, ils vont se battre entre guillemets sur moins d'offres d'emploi, mais eux aussi, ils vont être un petit peu plus durs à faire bouger puisque c'est un ralentissement de l'activité économique par rapport à ce qu'on a pu connaître. Là où en 2022, vous disiez en tant que candidat, ça va être plus facile de trouver un travail si jamais ça ne marche pas parce qu'il y a plus d'offres sur le marché. Aujourd'hui, les candidats font beaucoup plus attention avant de démissionner. Ils vont regarder évidemment une offre dans son entièreté, la santé de l'entreprise, mais aussi la conjoncture. Et en ce moment, on a une conjoncture politique pour le marché français, mais aussi international, qui est évidemment pas réjouissante. Donc, lorsque vous allez mettre en place un besoin et un process de recrutement au sein de votre entreprise, eh bien là, il va convenir d'être les meilleurs possibles et de rien laisser au hasard pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Alors, pour vous donner des choses un petit peu plus précises maintenant. Quand on lance un projet de recrutement, alors évidemment, il y a 2 types de projets. Soit on remplace une personne qui est démissionnaire, soit on fait une création de poste. Mais lorsqu'on lance un projet de recrutement, dans les 2 cas de figure, il convient de se poser tout un tas de questions avant d'y aller, entre guillemets, fleur au fusil, de créer une offre d'emploi et puis ensuite de la diffuser. La première, évidemment, c'est le contour du poste. Un contour de poste, parfois on imagine une fiche de poste, et parfois c'est un mouton qui a plus 5 pattes, mais il en a 8 ou 10 ou 12. Donc il faut d'abord tester l'offre d'emploi en réalité avec le marché. Il y a plusieurs manières de le faire. La première, vous pouvez déjà questionner vos équipes en disant, voilà, est-ce que vous êtes approché pour ce type d'offre, est-ce que ça existe ou est-ce que vous avez vu passer ce type d'offre ? La seconde, c'est également de parler à vos partenaires ou à vos prestataires, voire à vos concurrents, de dire est-ce que ce type d'offre existe sur le marché ? On aimerait bien recruter, nous on a le cas par exemple, actuellement, une offre d'emploi qui mêle des connaissances extrêmement précises en fiscalité et à l'inverse, à l'opposé, des choses très techniques en développement informatique. Donc évidemment, c'est une ressource rare, il n'y en a pas beaucoup, et pour les trouver, là on est sur des moutons à 7-8 pattes. Donc il convient effectivement de bien comprendre un petit peu le marché et du coup les offres d'emploi qu'on peut trouver, parce que si vous allez rechercher un profil qui n'existe pas, tout de suite vous perdez du temps. L'autre chose, c'est la valeur également de ce profil. Parfois, nous on a le cas actuellement par exemple, un client qui recherche un profil commercial qui a 7-8 ans d'expérience, qui a fait une bonne école en Ile-de-France à 50 000 € en fixe. Ça n'existe pas. Et là encore une fois, vous allez vous décrédibiliser sur le marché, vous allez voir passer des candidats que vous allez avoir un entretien qui vont gagner beaucoup plus, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Bien là encore une fois, votre image est un peu écornée. Donc pour ne pas perdre de temps, voilà, il faut faire tous ces tests
En amont, alors ça ne va pas durer des années, ça va durer quelques jours ou quelques semaines maximum, mais voilà, il convient de bien dessiner cette fiche de poste. La fiche de poste également, quand on rentre un petit peu dedans, vous avez des missions principales, des missions secondaires, il faut bien les préciser. Majoritairement, lorsqu'on ouvre une fiche de poste, vous voyez les missions, mais on a l'impression que toutes elles sont au même plan. Alors on s'imagine que les premières vont être plus importantes que les dernières, mais encore une fois, pour un candidat, il n'a pas de visibilité sur ce qu'il va faire exactement au quotidien. Bien souvent, on a une ou deux ou trois missions que le candidat va faire à 60-70% de son temps. Donc il convient encore une fois de bien expliquer au candidat ce qu'il va faire, à quelle fréquence, et encore une fois, mission souvent dit principale et mission secondaire. Ça, c'est assez important. Autre chose également, il convient le candidat de le guider dans un process de recrutement clair. Un candidat, encore une fois, lorsqu'il est à l'écoute ou lorsqu'il postule à une offre, vous êtes rarement la seule entreprise qu'il va viser. Et donc, il a besoin d'être rassuré, de savoir comment ça va se passer et aussi d'être embarqué dans une histoire. Donc, un process de recrutement clair, nous on le recommande en 3 étapes maximales. Parfois, vous pouvez voir 2 personnes sur une même étape, mais 3 étapes maximales, c'est bien. En commençant toujours par l'opérationnel. Toujours par l'opérationnel, j'insiste, toujours par l'opérationnel, et c'est-à-dire le décideur ou le manager que la personne ensuite aura au quotidien. Ça, c'est extrêmement important de ne pas commencer par un entretien, on va dire, qui ne sert à rien. Et bien souvent, on a un RH qui va du coup bien dire « Ah non, mais on commence par le process RH parce que chez nous, c'est comme ça ». Ça, vous risquez de perdre des candidats pour rien. Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, nous, ce qu'on recommande également, c'est bien d'avoir un test, soit un cas pratique, soit un test technique si on parle d'un profil informatique, d'avoir un test maison pour également bien évaluer les compétences de la personne. Et enfin, la troisième étape, souvent, va être la décision finale avec la direction générale, le DRH, ou ça peut être un combo parfois, pour un petit peu rassurer tout le process qu'on aura eu précédemment. Dans un process de recrutement également, donc je vous ai parlé de tests techniques, de cas pratiques ou de mise en situation du candidat. Nous, ce qu'on vous recommande, 2 choses, et nous on fait au cabinet systématiquement, ça va être des prises de référence. Donc là, les prises de référence, un peu comme le cas pratique, il ne faut pas les faire au tout début, il faut les faire plutôt en session 2, voire 3, c'est-à-dire vers la fin du process de recrutement, lorsque votre candidat aura été convaincu et que vous serez également convaincu par lui, parce que sinon vous allez créer de la défiance. Si dès le début vous lui dites, bah, tiens, tu as un cas pratique le premier jour ou tu as un test de personnalité le premier jour et des prises de référence, il va se dire c'est un peu bizarre. Et donc ça, c'est plutôt pour valider ce que vous aurez imaginé lors des premiers ou seconds entretiens. Et également, donc je vous ai dit, prise de référence et un test de personnalité que nous on va faire. Il y a tout un tas d'outils en ligne qui permettent de le faire. Et là, même chose, ça va vous permettre également de parfois de comparer des candidats lorsque vous en avez plusieurs sur des points objectifs et pas que du subjectif, parce que parfois en entretien, on sait que il peut y avoir des choses un petit peu plus subjectives qui interviennent. Ensuite, quand on a bien calibré le profil, le process, le budget également, encore une fois, je vous le rappelais tout à l'heure, mais parfois on va avoir des recruteurs qui ne sont pas vraiment en phase avec les réalités du marché. Bien, lorsqu'on a bien calibré tout cela, il faut voir ensuite comment est-ce qu'on va toucher notre cible. Donc ça, encore une fois, toute cette phase en amont, il ne faut pas, entre guillemets, mettre 6 mois à la faire, c'est assez rapide. Mais ça prend un peu de temps au début, mais c'est important de la faire pour, encore une fois, bien toucher sa cible et pas avoir de déception ensuite et donc pas perdre de temps. Il y a plusieurs cas de figure. Alors déjà, le premier cas de figure, j'aurais pu parler de ça, mais c'est de faire appel à un cabinet de recrutement. Le cabinet de recrutement, du coup, il va s'occuper de toute la partie sélection, sourcing et évidemment premiers entretiens avec les candidats. Donc ça, évidemment, c'est la plus confortable, c'est aussi la plus professionnelle. En revanche, c'est aussi la plus coûteuse. Un cabinet de recrutement, pour que vous ayez à peu près en tête, c'est autour plus ou moins 5% des 20% du package annuel d'un candidat. Donc c'est un coût non négligeable. Un profil à 50 000 €, c'est autour des 10-12 000 € que ça va vous coûter en une fois à l'arrivée du candidat dans vos équipes. Et la seconde, ça dépend évidemment des types de boîtes et des maturités des boîtes dans lesquelles vous travaillez. Mais la seconde, du coup, ce sera de diffuser des offres ou bien de faire appel à vos réseaux sur de la cooptation. Mais il faudra quand même qu'il y ait des offres pour que le candidat puisse aussi voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, du coup, il y a encore une fois plein de cas de figure. Vous avez le cas de figure, ici il y a des structures relativement jeunes et petites qui n'ont pas toujours une image de marque, une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit, il y a LinkedIn qui est évidemment le plus connu, mais il n'y a pas que LinkedIn, il y a aussi Welcome to the Jungle. Vous connaissez tous Welcome to the Jungle? Voilà, donc il y a Welcome to the Jungle. Vous allez avoir aussi tout ce qui est avis Google, où ça c'est important lorsque un candidat va s'intéresser à votre entreprise, il va également regarder la réputation de l'entreprise. C'est pour dire qu'il y a tout un tas d'espaces où il faut être présent, et donc ça évidemment il faut le faire dès qu'on a des besoins de recrutement en externe, pour encore une fois rassurer les candidats et qu'ils puissent vous rejoindre et postuler en tout cas sereinement.
Également votre site internet. Lorsque vous avez un espace carrière, ce qui est le cas de la majorité des sites internet, mais il convient de bien détailler l'offre et que, encore une fois, le candidat, Welcome to the Jungle l'a bien fait, mais c'est bien aussi de le faire sur son site carrière, le candidat comprenne l'entreprise qu'il va rejoindre et soit motivé à l'idée de la rejoindre. Le maître mot ensuite qui va correspondre lorsque vous allez recevoir des CV, c'est la réactivité et l'empathie. Un candidat à l'écoute, comme je vous le disais tout à l'heure, il va avoir plusieurs offres d'emploi potentielles devant lui, surtout les bons candidats, ils vont en avoir clairement plusieurs. Et donc du coup, il va falloir être réactif pour caler les entretiens, mais également, comme je vous disais, de l'empathie. Il faut lui raconter une histoire, il faut le rassurer. Et donc il va falloir vraiment... Enfin, on est vraiment depuis les années 2010 dans un marché où le candidat a repris le pouvoir versus les années précédentes à 2010 où les candidats étaient challengés en entretien. Ça, c'est clairement fini. On n'a plus du tout ce cas de figure. C'est pas pour autant que tous les candidats sont recrutés, mais en entretien, il convient d'être, entre guillemets, alors le mot n'est pas avenant, mais en tout cas bienveillant avec les candidats, parce qu'en plus, sur du long terme, c'est aussi des profils que vous pouvez être amenés à rencontrer. Ici, on parle du secteur de l'assurance, c'est un secteur relativement petit, et donc les profils ensuite sont amenés potentiellement un jour à se revoir. Donc en entretien, ça ne sert à rien, entre guillemets, de les challenger plus qu'il n'en faut. Lors des entretiens, donc comme je disais, réactivité. Un point aussi important, si vous ne passez pas par un cabinet de recrutement, c'est de faire des points d'étape intermédiaires en dehors des entretiens avec le candidat. Ça se fait d'appeler un candidat et de lui dire cette étape-là s'est bien passée pour telle et telle raison, ou bien là, il en manque pour telle et telle raison. Il ne faut pas laisser un candidat qui va avoir préparé un entretien, qui va avoir pris du temps pour venir vous voir, qui s'est intéressé à votre entreprise et à vos produits, sans retour. Nous, on joue ce rôle-là en tant que cabinet de recrutement, mais encore une fois, si vous décidez de diffuser vous-même vos offres et de trier les CV, eh bien, il convient de faire ce travail. Ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Parfois, on annonce des mauvaises nouvelles. Donc, nous, on est là pour le faire quand on passe par un cabinet. Mais encore une fois, on doit un moment, encore une fois, de retour pour pouvoir donner du feedback au candidat et que lui-même progresse et que votre entreprise, elle ne soit pas, entre guillemets, vue comme une entreprise qui ne prend pas le temps de, entre guillemets, remercier ceux qui ont pris le temps de s'intéresser à elle. Alors aussi, lorsque vous allez ensuite passer les entretiens, il convient, je pense, c'est un peu comme dans l'analyse des CV, il convient d'avoir des critères entre guillemets hard et des critères plutôt soft. Par exemple, le mouton à 5 pattes, il cochera rarement toutes les cases, enfin, le candidat idéal n'existe pas, donc il convient d'avoir 2-3 critères objectifs typiquement techniques, et puis ensuite 2-3 critères un peu plus soft, par exemple, ça peut être une expérience à l'étranger ou certaines langues, si c'est des choses qui sont importantes pour vous. Vous ne pourrez pas encore une fois cocher toutes les cases. Et donc, c'est la même chose lors des entretiens. Il convient d'avoir une grille d'évaluation où vous allez aussi vous-même parfois vous challenger et sortir de votre zone de confort. On a parfois l'impression qu'on va trouver ce mouton idéal. La réponse est non, ça n'existe pas. Et donc, il faut vous dire, tiens, là finalement on peut peut-être enlever ça sur ce profil et puis imaginer aussi des choses, je vous dis sortir de votre zone de confort. Par exemple, nous on est une toute petite structure, on est une douzaine, donc on n'est pas une grande, on n'est pas Michael Page ou Hayes, et toutefois dans nos profils idéaux, on aime bien que les gens aient une expérience dans une grosse structure. Parce qu'on se dit, la grosse structure, elle va leur apprendre ce que c'est du coup une grosse structure, d'avoir une orientation de son travail assez structurée. Elle va comprendre ce que c'est le temps long. Nos clients aussi, la majorité de nos partenaires sont plutôt des PME et des grands groupes, plutôt que des TPE. Et donc du coup, ils vont comprendre aussi leur réalité. Donc voilà, on ne va pas chercher des clones, des gens qui viennent d'une petite structure parce que nous, on est une petite structure. Donc il faut parfois aussi imaginer ça. Et il y a aussi des critères qui parfois peuvent être, entre guillemets, en dehors de ce que vous aviez imaginé au début. Ensuite, il y a la négociation éventuelle salariale. Alors nous, dès le début, en tant que cabinet de recrutement, on aborde le sujet et je vous conseille d'en faire autant. C'est-à-dire d'être assez transparent en disant, pas forcément parler de budget que vous avez imaginé, mais plutôt de demander les prétentions salariales du candidat, parce que ça évite de perdre du temps. Et puis ensuite, au moins, on est clair, au moins sur la sortie, une fois qu'on aura passé les 3 entretiens. Et donc là, sur la partie négociation salariale, c'est toujours mieux quand il y a un tiers, je ne veux pas vendre notre histoire, mais c'est toujours mieux quand il y a un tiers, puisque ça évite d'abîmer une relation que vous auriez eue qui soit positive avec le candidat. Donc à la sortie des entretiens, encore une fois, on a plutôt envie de se taper dans la main et d'être heureux, mais de temps en temps, il faut négocier, c'est parfois un peu dur. Quand il n'y a pas de partenaire, moi je vous recommande de le faire soit par téléphone si la personne est assez à l'aise, ou sinon à l'écrit en lui disant voilà nous ce qu'on souhaite te proposer, et ensuite que la personne, en lui donnant un temps de réflexion suffisant, souvent quelques jours, max une semaine, parce qu'après encore une fois, ça paraît long et on peut aussi se dire que la personne va utiliser votre offre d'emploi à des fins moins vertueuses. Un point important aussi que nous, évidemment, on traite bien lorsqu'on est un cabinet, il faut aussi imaginer tout ce qui est contre-proposition au sein d'une entreprise, donc c'est-à-dire
lorsqu'un candidat va démissionner pour venir chez vous, son entreprise, majoritairement, s'il est bon, va essayer de le retenir. C'est quasiment, nous, le cas dans un profil sur deux, sa boîte va essayer de le retenir. Et donc, il y a des petites choses à rappeler. Souvent, un candidat qui a été à l'écoute et qui a postulé, ou tout du moins qui a souhaité vous rejoindre, eh bien, c'était qu'il avait des raisons de partir dans son entreprise. Et donc, du coup, il faut lui rappeler que les raisons qu'il vous avait dites, voilà, pourquoi je suis à l'écoute, qu'est-ce qui va plus chez moi et pourquoi j'ai envie d'aller voir ailleurs, eh bien, encore une fois, elles sont encore présentes, même si son entreprise lui fait une contre-offre. Autre point sur lequel vous pouvez appuyer, c'est nous on observe que 85%, enfin c'est pas nous généralement, mais le recrutement observe que 85% des candidats qui acceptent une contre-proposition en interne d'une entreprise vont être à l'écoute dans les 6 mois qui suivent leur rattrapage, on va dire, suite à la démission. Donc ça pour dire qu'il faut appuyer sur ces sujets-là et puis aussi être assez ferme. Encore une fois, c'est pas une histoire il ne faut pas faire monter les enchères. Il faut dire, voilà, nous on a une offre, elle est valable 3 jours ou 6 jours ou 7 jours, jamais plus, ça ne sert à rien. Un candidat, il n'a pas besoin de 15 jours pour se décider, puisqu'en plus, il aura eu un process en général d'1 mois au sein de votre entreprise. Autre chose, un conseil qui est vraiment hyper important aussi, ne jamais laisser plus d'une semaine entre 2 entretiens. Un candidat qui a 15 jours entre 2 entretiens, vous risquez de le perdre. Et lui, il va se dire, est-ce qu'ils sont encore intéressés par moi ou pas, enfin, à part s'il y a des contraintes vraiment type un salon annuaire ou qui vous empêchent d'être présent dans votre entreprise. C'est hyper important, encore une fois, de coller les entretiens le plus possible. On raconte une histoire, c'est un peu comme une histoire d'amour. Moi, c'est ce que je dis souvent aux équipes. Si vous avez un date avec quelqu'un et que la personne met 3 jours ou 4 jours à vous rappeler derrière, en général, vous vous dites que c'est mauvais signe. Donc voilà, il faut raconter une histoire et prendre le temps vraiment de mettre de l'huile dans les rouages de ce process. Et ensuite, eh bien, il faut bien veiller lorsqu'il y a la démission, même si c'est vous qui gérez le process de recrutement en interne, il faut bien veiller dans les 3 mois du préavis de la personne qui démissionnerait d'un poste. Après, s'ils ne sont pas en poste, c'est plus simple. Mais dans les 3 mois du préavis pour un poste de cadre, il faut garder le lien avec cette personne. Au moins à 2 voire 3 reprises. Alors déjà, il y a le lien que vous allez garder naturellement, c'est-à-dire offre d'emploi, offre d'embauche, ensuite contrat de travail. Donc il y a plusieurs moments où vous allez échanger avec cette personne. Ensuite, l'arrivée, il faut la préparer. Parfois, il y a des histoires de véhicules, parfois, il y a des histoires d'informatique, où il y a des choses comme ça. Vous allez lui demander des pièces complémentaires. Mais également, il faut s'assurer que la personne, entre guillemets, ne change pas d'avis, ne s'est pas fait rattraper par son entreprise. Et nous, là, on vous recommande un café, un déjeuner, en tout cas un moment un peu chaleureux. Et si vous avez un événement interne RH, c'est bien d'inviter cette personne quand elle a déjà signé chez vous. Même si on a eu une fois une expérience malheureuse avec un candidat qui est allé à un pot d'accueil et qui s'est senti un peu trop en confiance. Mais à part ça, c'est important de garder le lien, parce que aussi la personne, quand vous passez des entretiens et que vous rejoignez une entreprise 3 mois après, il s'est passé beaucoup de temps, vous n'avez plus vu les personnes et parfois vous avez un petit peu un sentiment d'appréhension à l'idée de retrouver des gens où vous n'avez plus du tout de nouvelles. Donc il faut garder le lien avec ces personnes. Les 15 minutes touchent à leur fin. Je vous parlerai de l'onboarding d'un candidat l'année prochaine. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci de votre attention.